Bonjour à tous et à toutes. Comme on vient de me dire que la salle était pleine, qu'on ne peut plus accueillir personne, malheureusement. Mais l'avantage, c'est que j'ai le droit de commencer. Donc avec 5 minutes d'avance, donc je les prends volontiers. Donc je me présente très rapidement. Donc, je suis Boris Grésillon. Ça fait longtemps, enfin je suis géographe, ça fait longtemps que je travaille sur l'Allemagne. Ça fait à peu près un quart de siècle que je travaille sur l'Allemagne. Et ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que j'y vis, puisque je vis à Berlin, après avoir fait une première carrière à l'université d'Aix-Marseille. Et pour moi, c'est un objet d'étude évidemment intéressant, sinon je ne l'aurais pas choisi. Il a ceci d'intéressant qu'à chaque fois, à chaque grand anniversaire finalement, c'est-à-dire en gros tous les 10 ans, toutes les années qui se terminent en 9, hein, vous devinez pourquoi, puisque le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, donc en 99, en 2009, en 2019, et puis aussi parfois tous les 5 ans, parce que, enfin plutôt pas tous les 5 ans, tous les 10 ans aussi, mais en partant de 1990, qui est la date d'unification des deux Allemagnes. Donc on a aujourd'hui, enfin hier, donc jour pour jour, hier nous fêtions le 35e anniversaire de la réunification. Et à ces différentes occasions, d'ailleurs je suis déjà intervenu à Saint-Dié en 2009, à l'époque c'était pour les 20 ans de l'Allemagne, donc en ces différentes occasions j'aime bien essayer pour moi-même, hein, et puis aussi pour mes étudiants et pour vous, de faire un espèce de bilan rapide d'un pays qui en fait évolue beaucoup plus que ce que l'on pense, que ce que l'on a tendance à considérer, pas seulement vu de France, mais vu d'Europe en général. Donc je vais essayer en 30-35 minutes de me livrer à cet exercice qui est pas si évident à faire que ça, à savoir de vous livrer un panorama. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai pas le temps d'approfondir, hein, j'aurai pas le temps d'aller en détail. Il y a des choses sur lesquelles forcément peut-être vous me poserez des questions parce que j'aurais passé assez vite. Mais en tout cas un panorama actuel et pas simplement actuel, mais à la fois prospectif et puis rétrospectif de l'Allemagne. Avant de commencer, juste un petit mot à l'adresse des géographes. Il y a en fait très très peu de géographes français qui travaillent sur ce pays, qui reste pourtant, qu'on le veuille ou non, notre voisin, mais surtout notre premier partenaire commercial, économique et culturel. Et alors moi je le déplore évidemment, j'ai peu de collègues géographes qui travaillent sur l'Allemagne, et surtout de cette méconnaissance des scientifiques eux-mêmes, hein, découle de mon point de vue des malentendus. La plupart d'entre vous, peut-être, la plupart d'entre nous, et même la plupart des Européens, voient en l'Allemagne, me semble-t-il, d'abord une puissance économique. C'est vraiment un gros moteur économique. Deuxièmement, voit également en l'Allemagne une sorte de monolithe, de bloc politique imperméable ou presque aux crises, enfin on le verra, et en tout cas une espèce de bloc peu enclin au changement, avec des chancelières qui peuvent durer, comme c'était le cas de Mme Merkel, jusqu'à 16 ans au pouvoir. Et donc on a l'impression, fausse, d'un long fleuve tranquille quand on parle de l'Allemagne politique. Je vais essayer de vous montrer que cette vision, qui en tout cas ne correspond plus vraiment à la réalité et qu'on est presque déjà dans le domaine des images d'Épinal, Épinal étant notre voisine. Donc là, je vais parler de ces fameux... Je vais essayer, en fait, ça va être l'objet de mon exposé, de démonter un certain nombre de clichés, démonter un certain nombre d'images devenues d'Épinal. Parce que quand on observe l'évolution de l'Allemagne depuis 35 ans, depuis la chute du mur donc, et qu'on procède de manière un peu rigoureuse, un peu scientifique, on n'est pas frappé par la permanence, on est frappé au contraire par l'importance des changements, l'importance des défis que ce pays a eu à relever en très peu de temps, en très très peu de temps. Je vais vous en montrer, ou plutôt vous en rappeler quelques-uns de ces défis dans une histoire contemporaine, puisque je ne vais pas remonter en deçà avant donc 35 ans, avant 1989. Le premier de ces défis, c'était sans doute le
plus difficile à relever, puisqu'il ne faut jamais oublier quand même qu'on partait de cela. On partait de deux Allemagnes, une Allemagne de l'Est, socialiste, pauvre, une Allemagne de l'Ouest, voilà, libérale, riche, et qu'en 1989, quand le mur est tombé, il a fallu, et quel défi quand on y pense, il a fallu organiser un territoire qui avait tout à coup grossi de plus 40%, c'est pas rien, et surtout il a fallu arrimer la partie orientale de ce qui était déjà l'Allemagne réunifiée, et qui était pauvre, où les entreprises fermaient, les usines, les combinats fermaient les uns après les autres, et il a fallu l'arrimer à la partie occidentale. Tout ça, c'est des choses connues, hein, donc je passe, mais en fait, ce que je suis en train de vous dire va avoir des conséquences, y compris sur le plan politique, jusqu'à aujourd'hui. Il est clair que ces années-là, enfin les années 90 et même 2000, donc c'est 20 ans, on parle quand même de 20 ans, ont été des années quand même très très dures pour beaucoup d'Allemands de l'Est parce que le taux de chômage était très élevé. Un petit exemple avec ce graphique, hein, on a donc c'est le taux de chômage entre 1991 et 2011, vous voyez, sur 20 ans. Et en haut, vous avez la courbe de l'Est et en bas, la courbe de l'Ouest. Voilà, le graphique parle de lui-même. Les deux Allemagnes étaient à 5% de taux de chômage, ou 6%, 3 fois rien, hein, en 1991. Et vous voyez, ensuite, ça augmente dans les deux cas, mais évidemment pas de la même façon, puisque ici, l'Allemagne de l'Ouest se retrouve assez rapidement aux alentours de plus ou moins 10%, d'accord, plus ou moins 10%, quand le taux de chômage en Allemagne de l'Est, lui, alors il s'envole tout de suite. Hein. Dès 1991, vous voyez la flèche, c'est très rare de rencontrer une telle envolée du taux de chômage. Et donc le chômage va s'établir d'abord à 15%, et puis en fait assez vite à plus ou moins 20% pendant quand même assez longtemps. Il y a une différence, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, le graphique est suffisamment clair, entre 10% de taux de chômage, ce qui est déjà pas mal, et 20%. Et ce que le graphique ne dit pas, c'est qu'il y a eu aussi une mise en place à l'époque on disait de bad jobs, donc de mauvais travail, si j'ose dire, c'est-à-dire des métiers à l'Est, hein, des métiers très très mal payés, des métiers à 5 € de l'heure, 5 € de l'heure, pour faire sortir les gens des statistiques du chômage, pour être clair. Sinon, ça aurait été plus que 20%. Ça a été le premier défi majeur, évidemment économique, mais aussi social, hein, de ces deux Allemagnes. Au moment finalement où l'Allemagne relevait ce défi, était en train de le relever, elle subit une crise que tout le monde a subie, la crise de 2008. Sauf qu'en Allemagne, elle a été plus violente qu'en France parce que l'Allemagne est un pays qui exporte énormément. Et donc a été très très touché par la crise. Et en plus, en Allemagne, autre particularité un peu étrange d'ailleurs, mais c'est comme ça, contrairement à la France, l'Allemagne a un secteur bancaire assez fragile. Il y a beaucoup de petites banques. Ces petites banques-là ont été très touchées par la crise de 2008, 2009, 2010, au point qu'elles ont fermé. Il y en a quand même beaucoup qui ont fermé. Donc là, l'Allemagne a vraiment subi cette crise de plein fouet. Va suivre une crise d'une toute autre nature, un défi à relever d'une toute autre nature, c'est, voilà, si j'y arrive, c'est celui-ci. En 2015-2016, vous vous souvenez peut-être de la fameuse phrase de Madame Merkel, chancelière, Wir schaffen das. Nous allons y arriver, nous y arriverons. Et ce qu'elle voulait dire, c'était ça, c'est-à-dire nous arriverons à accueillir dignement, à intégrer, si possible, non pas quelques centaines, non pas quelques milliers, mais 1 million. 1 million, quand on y pense, c'est fou, de gens du Moyen-Orient qui fuyaient la guerre, donc de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans qui fuyaient la guerre, et qui ont été les bienvenus, en tout cas pendant un premier temps, en Allemagne. Finalement, ça s'est retourné, cette affaire-là, c'est-à-dire que ce qui était perçu comme quelque chose de positif à l'origine s'est retourné, grâce notamment à l'instrumentalisation qu'en a fait le parti d'extrême droite qui s'appelle l'AfD, s'est retourné en quelque chose qui a été perçu comme
la crise des migrants. Tout d'un coup, c'était la crise des migrants. Et d'ailleurs, on n'est pas sorti de ce narratif-là, en fait. L'Allemagne a complètement changé sa politique migratoire depuis les années Merkel. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Je dis ça, cela dit quand même, 6 ans plus tard, en 2022, lorsqu'une autre crise, lorsqu'une autre guerre éclate, qui est la guerre en Ukraine, l'Allemagne, de nouveau, cette fois-ci c'est l'Allemagne d'Olaf Scholz, ouvre ses portes. Et de nouveau, c'est quand même pas rien non plus. C'est à peu près, en fait, un peu plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont accueillis en Allemagne. Donc, je pense qu'on n'a pas idée de ce que ça signifie en termes d'organisation, de répartition dans toutes les communes du pays. Bon. Voilà, c'était énorme. Et ce défi-là, de mon point de vue, comme celui-ci d'ailleurs, a été relevé, en fait. Mais vous imaginez bien que ça crée... on n'accueille pas 2 millions de personnes, même dans un pays riche, comme cela, sans que ça laisse quand même des traces, sans que ça bouleverse un certain nombre d'équilibres, y compris des équilibres communaux, des équilibres très très locaux, si vous voulez, et sans que, pour certains, notamment à l'Est de l'Allemagne, ça crée un certain nombre de frustrations, oui, c'est ça, de colère parfois. Je continue dans ma... Je continue dans mon avancée un peu, je suis désolé, à marche forcée. Oui, juste un mot quand même un peu ironique, mais si vous avez un tout petit peu en tête le nombre de migrants que la France a accueillis à partir de 2015, vous verrez que l'expression France terre d'accueil quand même prête un peu à sourire par rapport aux millions de réfugiés que l'Allemagne a accueillis, en plus évidemment sans se faire mousser du tout. C'était un geste humanitaire en fait, de la part notamment de la chancelière Merkel et de son gouvernement. Et ensuite, donc 6 ans plus tard, un peu la même chose qui se produit avec les Ukrainiens. Je passe sur une crise que nous avons tous évidemment vécue, parfois dans nos chairs, à savoir le Covid-19 en 2020-2021, qui a évidemment affecté aussi l'Allemagne. Et on en arrive à cette crise qui est encore très actuelle, qui est liée à l'Ukraine, qui est liée au déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, où en fait depuis, l'Allemagne est en mode gestion de crise. Tout le temps. C'est assez facile à comprendre. Il suffit de se souvenir qu'avec avec l'invasion de l'Ukraine en 2022 par la Russie, ça a signifié la fin pour l'Allemagne, la fin des livraisons de gaz russes pas cher, dont l'Allemagne quand même avait su très très bien profiter. Fin de ces livraisons de gaz pas cher, donc fin de l'énergie bon marché, dont profitait toute l'industrie allemande. Ça a créé cette affaire-là, donc une hausse des prix du gaz et de l'électricité, et finalement une inflation qui a été plus forte qu'en France encore. Autre chose aussi dont on parle moins, mais c'est quand même le fait que depuis, comme par hasard depuis 3 ans, hasard ou pas, je n'en sais rien, l'Allemagne est entrée en récession. On le sait peut-être pas très bien, mais l'Allemagne, de fait, ne se porte plus si bien que cela depuis 3 ans, puisque tout à fait officiellement, les années 2023-2024, et on le sait déjà pour 2025, pour ces années-là, la croissance allemande est atone, et en fait, l'Allemagne est en légère récession. Bon, en gros, où l'Allemagne est en stagnation économique, et c'est quand même suffisamment important pour le dire, c'est du jamais vu depuis l'après-guerre. En tout cas, pour ce qui est de l'Allemagne de l'Ouest. Vous voyez donc, en très très peu de temps, il y a peut-être 2 images d'Épinal qui tombent. La première, c'est celle d'un pays plutôt frileux et peu ouvert aux migrants, ce que l'on a longtemps pensé. Et l'autre, c'est évidemment le mythe de l'Allemagne puissance économique. Puissance économique, éternel moteur de l'UE, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les choses ont complètement changé. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même un proverbe bien connu qui dit que quand l'Allemagne éternue, c'est toute l'Europe qui s'enrhume. Et c'est quand même vrai qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne reste la première puissance, et de loin, la première puissance économique de l'UE. Et quand cette puissance ne va pas très bien, ce ne sont pas que les usines de Volkswagen implantées en Hongrie ou en Tchéquie qui souffrent, mais c'est finalement toute l'Europe.
Je passe à un deuxième temps pour vous montrer qu'il y a une autre image d'Épinal, en tout cas que je partageais aussi, hein, qui est peut-être en train de tomber, c'est celle d'un pays plutôt unitaire, plutôt harmonieux, qui aurait réussi la réunification de sa partie est et de sa partie ouest. Et là aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne, vous savez déjà que l'image, ou plutôt le cliché, ne résiste pas vraiment à l'examen des faits. Malgré les sommes astronomiques qui ont été investies dans la partie orientale pour la remettre à niveau après 1989, j'ai envie de dire, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est pour me faire comprendre. C'est facile d'unifier les réseaux de transport, les routes, etc. C'est un peu plus difficile, mais c'est possible de moderniser, surtout quand on y met l'argent, les villes de l'Est. Par contre, pour ce qui est d'unifier les consciences et les identités, c'est autrement plus délicat. Et ceux qui pensaient que la réunification, finalement, serait achevée après une génération, en ont été pour leurs frais. Parce que qu'on le veuille ou non, et là, c'est pas un journaliste hein, qui parle, c'est quelqu'un un scientifique qui étudie ça de près depuis très longtemps, qu'on le veuille ou non, encore aujourd'hui, en 2025, il existe de nombreuses différences et aussi de nombreuses spécificités finalement profondes hein, dans l'Allemagne, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Je n'ai pas le temps de développer, mais que ce soit dans le rapport à la carrière, que ce soit dans le rapport à l'argent, que ce soit dans le rapport aux institutions, dans le rapport même à la démocratie, il y a vraiment, maintenant ça commence à être en plus acté par les sociologues, les différences demeurent. Et surtout, ce qui demeure, et ça c'est tout à fait frappant, c'est le ressentiment en fait, hein, le ressentiment de ce qu'on appelle encore les Ossis, donc des Allemands de l'Est, vis-à-vis des Wessis, donc des Allemands de l'Ouest. Un ressentiment qui est fort, même 35 ans après la chute du mur. Et alors c'est un phénomène très intéressant, mais d'autant plus fort qu'il s'est reporté sur la génération d'après. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas connu le mur, les enfants qui sont nés, les enfants des gens de l'Est, pas tous bien sûr, qui sont nés après le mur, portent en fait, ou plutôt expriment, le trauma des parents. D'accord ? Parce qu'il y a vraiment eu un traumatisme dans beaucoup de familles est-allemandes quand on a perdu tout d'un coup son boulot et puis que les enfants sont partis à l'ouest. Enfin bon, c'est des choses. Puis il y a eu un taux de divorce, un taux de suicide vraiment très important dans les années qui ont directement suivi 1989. Donc on parle d'un trauma. Et quand ce trauma n'a pas pu s'exprimer, on le sait sur après d'autres guerres, c'est parfois les enfants, voire les petits-enfants qui l'expriment aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui des jeunes qui se disent volontairement aussi. C'est pas possible. Il y a un truc c'est étrange quand même quand on a 20 ans. Mais non, c'est vraiment une volonté d'affirmation d'une identité allemande, mais voilà, pas régionale non plus, mais en tout cas d'une identité allemande particulière. Ce combat identitaire, parce que c'en est un, il prend différentes formes, mais c'est finalement dans les urnes qu'il est le plus visible depuis le début. Hein. Donc depuis la réunification de 1990, les Allemands de l'Est n'ont jamais voté tout à fait comme leurs homologues à l'Ouest. Là aussi, on s'est bercé d'illusions en croyant que finalement le temps allait faire son œuvre et que tout le monde allait voter CDU, SPD comme partout, et voilà, très bien. En fait, non, c'est pas si simple. Donc à l'Ouest, on continue à voter pour les deux grands partis de gouvernement, globalement, hein, donc pour les conservateurs de la CDU d'un côté ou pour les sociaux-démocrates de l'autre, SPD, plus les Verts, plus les libéraux. Ce socle-là, il est extrêmement stable, en fait, hein, depuis très longtemps. Par contre, à l'Est, on vote aussi, bien sûr, pour ces partis-là, mais on vote aussi à l'extrême gauche et on vote surtout à l'extrême droite. L'Est s'est singularisé pendant 25 ans. Vous voyez, entre 1990 et 2015, en votant quand même beaucoup plus que la moyenne nationale à gauche, pour un parti qui s'appelait d'abord PDS et qui s'appelle maintenant Die Linke. Très à gauche, ou un parti en fait classique, très à gauche. Et depuis 2015, en fait, on a vu un basculement, enfin plutôt on a vu l'essor d'un parti que personne n'avait vu arriver, l'AfD, donc Alternative für Deutschland, un parti d'extrême droite, vraiment qualifié d'extrême droite maintenant par la Constitution allemande, un parti anti-migrant, et un parti qui est en pleine montée en puissance, qui réussit l'exploit, et là quand même il faut aussi se figurer ce que ça signifie, en plus en Allemagne, qui réussit l'exploit, si j'ose dire, d'être aussi puissant en 12 ans,
Ce parti a 12 ans d'existence seulement, aussi puissant en termes de voix que le Rassemblement national en 40 ou 50 ans d'existence. Donc on parle vraiment d'une montée en puissance pour l'instant que rien ne semble devoir stopper et qui s'est manifestée de manière extrêmement évidente à travers les dernières grandes élections allemandes qui étaient des élections législatives de février 2025. Et ça n'est pas du tout une exception, puisque aux élections régionales d'avant, en fait, on voyait déjà apparaître le même phénomène. Ce phénomène est le suivant. Les couleurs sont peut-être pas très bonnes pour vous, donc je vous traduis ça rapidement. Alors, ce sont deux cartes qui sont qui sont presque similaires. Ici, donc en Allemagne, on a deux voix quand on vote aux législatives. On vote pour un candidat, et ici, on vote pour un parti. La couleur rouge, c'est celle du SPD, qui est encore à peu près présent dans ces bastions d'Allemagne de l'Ouest, un peu à Berlin. La couleur noire, et je vais tout de suite l'associer à la violette ici. Donc tout ceci, qu'on peut mettre dans un même ensemble, qu'on devrait même dans un même ensemble, parce que c'est la CDU, donc le Parti conservateur, et sa petite sœur berlinoise, la CSU, d'accord pardon, oh là là, bavaroise. Merci. Là, je vois que vous suivez vraiment. Donc, sa petite sœur bavaroise, évidemment. Et cet océan bleu, c'est l'AfD. C'est l'AfD. Alors attention, les cartes sont trompeuses. Je me permets de le dire. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tout le monde, tout d'un coup, aurait voté pour l'AfD à Berlin. Ça veut simplement dire que le vote AfD est majoritaire. Il est plus fort que les autres. Donc, voilà, ce qui explique la couleur de la carte. Ce qui est tout à fait troublant quand même, c'est ça. Cette ligne-là, vraiment à aucune exception près en matière de circonscription, c'est la ligne du mur. C'est la ligne du mur. Donc là aussi, ceux qui pensaient que finalement, politiquement, les choses allaient rentrer dans l'ordre et que c'est quand même un seul pays, évidemment, et que donc les gens progressivement allaient voter de la même façon, se sont lourdement trompés. Moi, je dresse ces cartes-là depuis en fait, 1999. Il y a toujours eu quand même des choses assez tranchées politiquement, mais jamais avec une telle évidence. C'est quand même tout à fait troublant. Effectivement, donc à part Berlin que vous avez reconnu là-haut, et un peu Leipzig pour ceux qui connaissent la petite tache en violet où là les gens ont voté d'abord pour Die Linke, et bien finalement l'AfD, c'est ça le résultat, arrive en tête dans les 5 Länder, dans les 5 ex-Länder de l'Est. Une chose quand même que la carte ne peut pas montrer, d'ailleurs c'est un problème et je vous le dis, en fait l'AfD est en train de progresser aussi à l'Ouest. Donc il faut arrêter de dire que c'est le parti régional des ex-Est-Allemands frustrés qui ne comprennent rien à la réunification et qui ne veulent pas s'assimiler. Non. L'AfD est en train de réaliser des percées très importantes à l'Ouest. Et partout, aussi bien à Munich qu'à Hambourg, deux villes très riches, et surtout d'ailleurs dans les coins assez en crise de la Ruhr. Pour ceux qui connaissent, Gelsenkirchen, par exemple, est en train de devenir un bastion AfD, alors que c'était un bastion social-démocrate depuis toujours. Donc vous voyez à quel point ces simples cartes nous interrogent et à quel point de nouveau on a peut-être un cliché, celui d'une Allemagne un peu éternellement harmonieuse qui basculerait soit du centre-gauche au centre-droit en fonction des coalitions. Bon, tout ça est encore vrai, mais ça n'est plus que ça. Ce n'est pas seulement ça. J'ajoute une chose que là, j'ai pas eu le temps là en tout cas, j'ai pas le temps de vous proposer une carte, mais il faut le savoir. Là aussi, c'est un autre cliché qui tombe, c'est le cliché de l'économie sociale de marché. Tout irait bien pour tout le monde. Mais non, c'est terminé. Le fossé socio-économique, qui d'ailleurs recoupe en partie, mais pas seulement, le fossé Est-Ouest, il est très fort en Allemagne. Il est très très fort. Il sépare tout simplement, comme en France, les gens qui à la fois ont des hauts revenus et du patrimoine, et ceux qui n'ont finalement ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est en Allemagne, et de loin, qu'on trouve le nombre le plus important, le plus élevé de milliardaires. C'est en Allemagne, ce n'est pas en France. C'est en Allemagne aussi que le taux de pauvreté officiel, ça c'est quand même terrible, des enfants est de l'ordre aujourd'hui de 20%.
20%, vous imaginez, ça veut dire qu'un enfant sur 5 naît pauvre. Bon. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire là très rapidement, c'est que sans le dire, et nous-mêmes scientifiques, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, l'Allemagne des chanceliers successifs depuis sans doute, en tout cas depuis Gerhard Schröder, d'accord, donc depuis 25 ans. Donc l'Allemagne des Schröder, Merkel, Olaf Scholz et maintenant Friedrich Merz a fait disparaître l'adjectif social dans l'expression économie sociale de marché. Ça n'est plus vrai, c'est encore un mythe qui tombe. Et finalement, l'Allemagne a laissé se creuser les disparités sociales, hein, au risque de laisser s'installer, et ça c'est évidemment éminemment dangereux, de laisser s'installer durablement une société fragmentée. Jusque-là, la société allemande, elle n'était pas fragmentée. Et elle est en train de le devenir. En tout cas, vous voyez, ça entre en contradiction avec ce qu'on a aussi longtemps appelé le modèle allemand. Hein. Le modèle allemand des 30 glorieuses et au-delà, hein, qui finalement promouvait la prospérité pour tous. C'était l'ADN de l'Allemagne, ça, hein, pendant très longtemps. Enfin, je veille quand même au grain, pas au grain dehors, mais au grain qui me reste à moudre un peu de temps. J'ai évidemment besoin de vous parler de la géopolitique, parce que c'est pas rien. Pour ceux qui pensaient que sur le plan extérieur, là je vous ai parlé du plan sur le plan intérieur, qui pensaient que les 16 années de Madame Merkel au pouvoir, donc entre 2005 et 2021, qu'avec ces 16 années-là, l'Allemagne suivait un long fleuve tranquille, comme je disais tout à l'heure, et bien là aussi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, est venue apporter ce qu'on appelle un démenti cinglant. Les choses ont complètement changé depuis, en fait. Hein, parce que ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, l'Allemagne vraiment s'est pris une gifle. L'Allemagne était sonnée. Pourtant, c'est pas l'Allemagne qui a été, vous le savez bien, qui a été envahie, qui menace d'être envahie, mais elle a été sonnée parce que, pour deux choses, elle ne pouvait pas s'imaginer, et d'ailleurs nous non plus, hein, honnêtement, la menace devenue réalité d'une guerre sur le sol européen. C'était impensable pour les Allemands. Et en plus, elle était nue, et elle l'est toujours, c'est-à-dire sans armée opérationnelle, hein, sans armée opérationnelle, donc sans capacité de se défendre. Et en fait, ce qui est très étonnant, mais c'est facile de dire ça après, c'est que, comme vous le savez, la guerre était déjà présente sur le sol européen dès 2014, hein, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie et l'occupation des régions orientales de l'Ukraine par l'armée russe. Mais l'Allemagne avait fait l'autruche. L'Allemagne, d'ailleurs, je pourrais en reparler, mais elle a cette capacité très étrange à faire l'autruche sur certains sujets. Quand elle ne veut pas voir, vraiment, elle ne veut pas voir. C'est de l'auto-aveuglement. Et là, en l'occurrence, à l'époque, en 2014 et les années qui ont suivi, elle n'en avait tiré aucune conséquence géopolitique nécessaire. Or, le choc militaire, il a été violent, puisque là, c'est la couverture donc, du plus grand magazine allemand, Der Spiegel, qui titre « Jusqu'où ira Poutine ?» Ce qui est intéressant, c'est la date. Le 24 janvier 2022, je vous le rappelle, la Russie n'avait pas encore envahi l'Ukraine. Donc on savait, en fait. Hein, les journalistes savaient, et si les journalistes savaient, les politiques savaient. Et pourtant, je dis, parfois on sait, mais on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Enfin, en même temps, je n'ai pas la solution. Hein, mais c'est étonnant de voir ça après. Parce que jusqu'où ira Poutine, ça signifie pas simplement l'Ukraine, hein, bien sûr. Alors qu'il n'a même pas commencé, la grande invasion du 24 février. Donc ça signifie, oui, jusqu'où il ira, en Pologne, les États baltes, peut-être qu'il y aura un jour la guerre sur le sol allemand. Et pourtant, ça n'a pas changé grand-chose. Il a fallu attendre la vraie... Les Ukrainiens détestent qu'on dise ça, et vraiment, je les comprends. Donc, je ne vais pas dire la vraie entrée en guerre, mais la continuité de la guerre le 24 février 2022, pour que tout d'un coup, alors par contre, tout d'un coup, l'autruche sorte de son nid douillet et se dise non, mais là, il y a vraiment un problème. Et ça a été le fameux discours d'Olaf Scholz, vous savez, qu'il a appelé la Zeitenwende, donc changement d'époque. Changement d'époque. Et là, effectivement, ce discours solennel prononcé par Olaf Scholz 3 jours seulement après l'entrée en guerre, donc le 27 février, était assez impressionnant parce que moi, en fait, c'est la première fois
que j'avais l'impression qu'un chancelier se transformait en homme d'État qui tenait un discours de géopolitique à sa nation. C'est comme ça que je l'ai ressenti et que d'autres l'ont ressenti aussi. Olaf Scholz, soudain, a pris conscience tout simplement du fait que le monde était en train de changer, que le monde allait changer, pour des raisons évidentes maintenant, mais je le dis quand même parce que pour l'Allemagne, ça fait quand même assez mal ce qui s'est passé. Je vous ai dit que dans la foulée de la guerre, la Russie avait fermé progressivement le robinet du gaz russe bon marché, donc ça fait s'envoler les prix. Les industriels allemands, ouest-allemands, étaient complètement vraiment effrayés, paniqués à l'idée que leurs usines puissent ne plus tourner, faute de gaz. Bon, ça c'est pas produit, d'accord, mais quand même. Et puis surtout cette peur, en fait, cette peur que ressentaient bien sûr déjà les Polonais, bien sûr les Lituaniens, les Estoniens. Et eux disaient, dès 2014, et en fait déjà avant, ils prévenaient les Allemands. Ils disaient, écoutez, non, oui, c'est bien, vous commercez avec Poutine, gaz contre machine-outil, mais Poutine, nous, on le connaît. Et ça n'a jamais été pris. C'était pas du tout une menace. C'était vraiment entre alliés, à la fois au sein de l'OTAN et surtout au sein de l'Europe. C'était des signaux d'alerte, mais qui n'ont pas été entendus. Et donc ça a fait très mal quand ça s'est produit, parce que l'Allemagne s'est rendu compte, alors coup sur coup, que effectivement le flanc est de l'Europe était menacé. Donc peut-être un jour aussi. Moi, j'habite à Berlin. Berlin est à 80 km de la Pologne. Je peux vous dire qu'à Berlin, la guerre, en fait, on en parle tout le temps. Moi, j'en parle avec mes élèves en cours. Quand on habite pas très loin d'ici, mais de l'autre côté, donc côté allemand, on en parle forcément un petit peu moins déjà. Ça joue. Mais la guerre est devenue présente. Et tout d'un coup, l'Allemagne s'est dit, elle était prise de vertige. Elle s'est dit, peut-être que la guerre est aux portes de l'Europe. Deuxièmement, ah bah tiens, mais le partenaire américain, mais où est-ce qu'il est? Parce qu'entre-temps, en 2024, 2 ans plus tard, vous le savez bien, Donald Trump arrive au pouvoir, et Trump dit d'emblée ceci, et d'ailleurs il n'était même pas encore au pouvoir quand il l'a dit, je ne vous protégerai pas. Avant même d'arriver au pouvoir, Trump le dit. Et là, il s'adresse aux Européens, il est très clair. En cas d'agression russe, il l'a dit ça quand même, en cas d'agression russe, je ne vous protégerai pas. Protégez-vous vous-même. J'en ai assez de payer pour vous. Bon, lui, c'est un homme d'affaires. Voilà, il ne compte qu'en argent. Les anciennes alliances ne l'intéressent pas. Bon, après, c'est une girouette aussi. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure il agirait ou pas. Mais en tout cas, là aussi, je parlais de gifle tout à l'heure. Mais alors là, pour les Allemands, ça a été une claque phénoménale. Vous ne pouvez même pas imaginer, en fait. Enfin, si, vous pouvez l'imaginer si je vous dis que pendant 80 ans, c'est juste un rappel, mais pendant 80 ans, l'Allemagne a été quand même sous parapluie militaire nucléaire américain, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il ne faut jamais oublier ça. C'est une donnée fondamentale de la géopolitique allemande. Et c'est aussi pour ça que l'Allemagne s'est bien gardée d'investir des sommes importantes dans son armée. Enfin, ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que les Alliés avaient également voulu que l'Allemagne soit complètement démilitarisée en 1949. Très bien. D'accord. Ensuite, parapluie américain, tout va bien. Et puis tout d'un coup, on voit arriver un Trump qui dit mais non, mais ce parapluie me coûte beaucoup trop cher et il me rapporte rien. Alors les Allemands étaient, et ils sont encore pour certains, mais effarés. Enfin pour eux, c'est vraiment c'est criminel en fait. C'était impensable. Et c'est ça, je finirai là-dessus, c'est ça qui est un problème. C'est l'impensé. C'est l'impensé géopolitique. La science géopolitique a été en Allemagne, ça peut se comprendre, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi, la science géopolitique n'existe plus, parce que la géopolitique allemande, la géopolitique allemande, elle avait été complètement minée de l'intérieur, et plus que ça, en fait, complètement dévoyée, pervertie par les nazis, qui en avaient fait un très très bon usage, et qui l'avaient utilisé, cette science géopolitique. Je me rassois parce que sinon je suis aveuglé par le projecteur, donc désolé pour les gens du fond qui me voient peut-être moins. La science géopolitique avait été dévoyée par le Troisième Reich, qui s'en était servi pour justifier notamment sa théorie du Lebensraum, vous savez. Donc on comprend bien qu'en 1945, la géopolitique soit vraiment tabou en Allemagne. Mais le problème, c'est qu'elle l'est restée. Elle l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand j'emploie le mot de géopolitique dans un débat allemand, on me regarde de travers. Et certains me disent, mais non, mais tu sais bien, on n'a pas le droit d'employer ce mot.
Donc vous voyez le problème, les Allemands se sont interdits en fait de penser le monde pendant longtemps et de se penser dans le monde. Et c'est terrible parce que, oui, bien sûr, heureusement, ils ont quand même pas mal d'argent. Enfin, ils ont plutôt des capacités d'endettement très, très importantes que nous n'avons plus. Donc, oui, vous l'avez entendu, ils vont, l'armée, enfin, pardon, l'Allemagne va investir 500 milliards d'euros dans son appareil militaire. Sauf que l'appareil militaire, enfin, si on investit une telle somme, c'est parce que vraiment, on part de pas grand-chose, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout une provocation. L'Allemagne n'a pas d'armée opérationnelle qui peut aller tout de suite sur le terrain. Et donc c'est un vrai problème. Il va lui falloir du temps pour avoir cette armée. Ça ne se fait pas comme ça. Les experts eux-mêmes parlent de 10 ans. Vous imaginez, avec un Poutine d'un côté et un Trump de l'autre, ce qui peut se passer en 10 ans. Et moi, j'ajoute, et ce n'est pas du tout pour déprimer qui que ce soit, mais j'ajoute, parce que c'est mon domaine en fait, que l'autre drame peut-être, mais on n'en a pas conscience, c'est qu'encore une fois, l'Allemagne n'a pas de géopolitique. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle s'est bien gardée d'ailleurs aussi par modestie, d'exprimer des points de vue sur le monde. Enfin, là où la France, en gros, c'est un peu un cliché, mais là où la France a des points de vue, fait des leçons de morale à un peu tout le monde en disant voilà, nous sommes l'avant-garde de la pensée géopolitique et suivez-nous et tout ira bien. L'Allemagne, et c'est pour ça que Merkel a toujours été très, très, très. Faut que je m'arrête ? D'accord. Oui. Oui, bah, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est très bien. De toute façon, il faut que je m'arrête. Sinon, moi, je ne m'arrête plus. Donc, voilà. Et donc, juste pour terminer, moi, c'est ça qui me trouble d'autant plus. Alors, ça, par contre, on n'en parle pas du tout. L'Allemagne s'est interdit de penser sa propre place dans le monde, vous voyez. Et là, elle est obligée de la prendre. Elle est obligée de la prendre. Tout le monde la presse, mais elle n'a pas de boussole, en fait. Pour terminer sur une image géographique, mais vraiment, elle n'a pas de boussole. À part, il faut que je me réarme. Sauf que c'était un pays pacifiste pendant longtemps, donc rien que ça fait aussi grincer des dents. Et c'est normal à l'Est, mais sinon, elle n'a pas de boussole. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Son sein naturel, c'était l'Alliance Atlantique. C'était un pays atlantiste pendant très très longtemps. Voilà, donc le gardien de la prospérité allemande, mais aussi le gardien de la pensée géopolitique allemande, si tant est qu'elle existait, en fait, c'était les États-Unis. Et ça, c'est fini. Donc ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup d'un coup et c'est difficile. Soyons, si je peux me permettre, soyons un tout petit peu indulgents envers cette Allemagne qui a un peu perdu la boussole, parce que je pense que même si tout le monde la presse, elle va avoir besoin de temps pour se repenser dans le monde et en fait pour inventer sa géopolitique. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous mets juste quelques références et j'ajoute, c'est un petit truc, un petit moment de pub, autopromotionnel. Ben non, mais il faut tout faire ici puisqu'il n'y a personne qui fait à ma place. Donc ce livre-là, Allemagne, je vais après la conférence, je viendrai le dédicacer au Salon du Livre. Voilà, comme ça vous le savez. Mais c'est pas ça qui est important, c'est vos questions. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. J'avais une petite question et un petit témoignage. La première question, c'est au moment où vous avez parlé d'Angela Merkel qui a accueilli donc tous ces migrants et vous avez parlé donc de visée humanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une lucidité de la part de Merkel au niveau de la démographie de l'Allemagne ? Et est-ce que c'était pas aussi donc une raison pour ouvrir donc le pays à tous ces migrants ? Et la deuxième chose, c'était un petit témoignage. Donc cet été, j'étais à Berlin chez un couple d'amis qu'on a, et lui qui a soixantaine et d'Allemagne de l'Est. Et il nous a beaucoup parlé d'ostalgie. Voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Merci. Alors, je vais essayer d'être rapide dans mes réponses, donc ne m'en voulez pas si je suis un peu allusif, mais j'ai vu d'autres doigts se lever. Oui, il y avait une part de calcul. Merkel était un animal politique, hein, donc il y avait aussi une part de calcul en se disant, et c'est vrai que l'industrie allemande qui manquait de bras allait vraiment avoir besoin de ces bras-là, donc des réfugiés. Quant à l'autre question, alors ça c'est
l'ostalgie a existé, donc la nostalgie de l'Est a existé, et elle revient. Et c'est incroyable parce qu'elle revient plutôt par la génération d'après, par les enfants qui se réclament aussi et qui disent voilà, moi je suis pas comme, je veux pas être un Allemand comme les autres, je veux qu'on me considère à ma juste position d'Allemand de l'Est. Désolée, je rebondis, mais cette nostalgie, est-ce que ce n'est pas justement la nouvelle génération n'est-elle pas anticapitaliste vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest, hein? Et ma deuxième question, c'était comment se positionne l'AfD vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Oui, alors effectivement, l'ostalgie a aussi à voir avec ce que vous dites, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire, je le dis pour tout le monde, c'est une nostalgie aujourd'hui qui se teinte d'anticapitalisme. Hein. Donc on a une jeunesse en Allemagne, la génération Z, comme on est en train de dire, qui est elle aussi très active en fait, effectivement anticapitaliste, mais aussi avec ce côté identitaire de se revendiquer comme, en tout cas, fils de, fille de, aussi, et fier de l'être. Ce que n'étaient pas du tout leurs parents, ils n'étaient pas fiers. Pour le reste, redites-moi juste. Oui. Alors, oui, l'AfD est très habile par rapport aux différentes crises du monde. L'AfD, par rapport à la guerre en Ukraine, adopte, ça peut vous paraître étrange, mais c'est pour des raisons électorales, adopte une position bizarrement neutre, voire antimilitariste, anti-guerre, parce que quand même il y a un lien presque naturel entre Poutine et l'AfD. Enfin, ça on le sait, c'est documenté. Ils ne peuvent pas se dire évidemment pro-Poutine ou pro-Russie. Ils sont bien trop prudents pour ça, donc ils ne le disent pas. Et en même temps, ils tiennent des discours qui ne correspondent pas du tout à ce qui est l'ADN d'un parti d'extrême droite, quand même plutôt militariste. Eux, ils disent non, mais on va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop dangereux, il faut surtout pas fâcher Poutine. Et alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils répondent là directement à une crainte d'un certain nombre d'Allemands de l'Est qui veulent pas du tout qui veulent pas de cette guerre, qui ont peur que l'Allemagne aille trop loin. Oui, dans l'ostalgie, ça serait un autre débat, mais il faut aussi considérer, j'étais en Allemagne à cette époque, il faut aussi considérer la façon dont l'Allemagne de l'Ouest a traité l'ex-RDA. Je me rappelle avoir posé la question à une réunion où il y avait des enseignants français et des enseignants de l'Ouest. Et j'ai demandé, c'est à l'époque où on parlait de réforme dans tous les enseignements du monde, et j'ai demandé si on n'allait pas profiter de l'arrivée de l'Allemagne de l'Est pour réfléchir, parce qu'ils avaient aussi d'autres formes. J'ai sauvé ma tête parce que mon accent allemand permet à tout le monde de dire que je suis au moins française si on est à moins de 100 km de la frontière. Donc, on m'a répondu sèchement, Madame, ils prendront ce qu'on leur donnera. Il y a eu aussi la truante, dont on ne parlera pas. Enfin bref, ça a été quelque chose qu'on n'a pas connu ici. Je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que moi j'ai l'impression, ça fait 30 ans que j'ai quitté l'Allemagne, mais il y a deux Allemagnes. Pour moi, il y a deux Allemagnes aujourd'hui. Il y a celle que je lis dans la presse, une presse normale, et puis celle que je vois quand je retourne chez mes amis allemands. Et la troisième chose, là c'est plus une question, c'est, vous avez parlé que l'Allemagne ne s'est pas pensée dans le monde, mais l'Allemagne avait quand même extrêmement bien, et a toujours sans doute extrêmement bien préparé, soigné sa place économique. Quand on regarde, et ça c'est un autre aspect de la géopolitique, mais aussi c'est une forme de géopolitique, si j'ose dire. Les instituts Goethe, les instituts allemands, ils étaient tous... les anciens ingénieurs allemands ont été très nombreux à aller faire des stages, à aider des formations en Chine, etc., etc. L'économie a été toujours soignée. Je vais très vite parce que je suis d'accord en tout point avec vous. Effectivement, le côté, comment dire, la diplomatie économique, c'est autre chose. Mais dans le domaine de ce qu'on peut appeler la diplomatie économique, l'Allemagne était très très forte, très très forte. Mais c'est l'économie.
C'est l'économie qu'on mettait en avant. Sur le plan politique international, l'Allemagne a toujours été beaucoup plus prudente. Vous avez prononcé un mot, je pense que tout le monde l'a pas compris, c'est le mot Treuhand. J'aurais dû en parler, mais j'ai pas le temps. Donc l'action de la Treuhand a été redoutable. C'est une société fiduciaire créée en 1990 pour, en gros, pour brader ou pour faire disparaître l'immense appareil industriel de l'ex-RDA qu'on a très très vite catalogué de vétuste, donc à jeter dans les poubelles de l'histoire. Et l'action de la Treuhand était vraiment très très dure. Et encore aujourd'hui, alors les fils, les filles des gens qui l'ont subi, donc qui sont retrouvés au chômage, en parlent comme vraiment d'une trahison, de la part de l'Allemagne de l'Ouest. Oui, ma question c'est, normalement en Allemagne il y a aussi donc le président, donc là c'est Steinmeier je crois. Il fait quoi? Moi dans ma tête, vraiment le chancelier il gérait plus normalement l'intérieur et le président il devait plus gérer la politique extérieure. Quelle place dans ce système un peu ambivalent, bicéphale là pour chacun? Et aussi, est-ce que si l'Allemagne finalement prend aussi peu parti par rapport à son voisin français sur, par exemple, le terrain pour la guerre aussi, Israël-Palestine, est-ce que c'est parce que c'est un nain militaire ou est-ce que c'est pour des convictions idéologiques? Voilà. Je vais répondre très vite à la première question parce qu'en fait, non. En Allemagne, le président de la République n'a qu'une fonction de représentation. La politique extérieure de l'Allemagne ne dépend pas de lui. Elle dépend du chancelier et de son gouvernement, et donc du ministre des Affaires étrangères. Le président Steinmeier, il n'a qu'un pouvoir de représentation et pas plus que ça. Sur Gaza, là, évidemment, c'est dommage de soulever une telle question tout à la fin, mais on ne va pas du tout l'esquiver. Non, ça n'est pas parce que l'Allemagne se considère peut-être encore un peu comme un nain militaire qu'elle s'aligne sur Israël. C'est parce que, et là, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Hein. Du point de vue des Français, c'est effectivement compliqué, mais je suis obligé d'aller vite. En gros, le sentiment de culpabilité des Allemands par rapport au nazisme, par rapport à la Shoah, par rapport au génocide est tel que, quel que soit vraiment le parti politique représenté au Bundestag, il y a une unanimité pour dire que, et là écoutez bien, que Israël, ça relève de la raison d'État. Okay, la Staatsräson, ce qui est très fort en allemand, hein, la raison d'État. Autrement dit, la défense d'Israël, quel que soit ce que fait Israël, relève d'une priorité nationale allemande pour éviter ce qui s'est passé en 1945. Et ça va très loin parce que je parlais d'aveuglement tout à l'heure. Là, c'est vraiment le français qui parle. Donc pardonnez-moi si peut-être j'en choque parmi vous, mais ça va tellement loin que ça confine à la politique de l'autruche qui finit par faire que l'Allemagne aujourd'hui est toujours alignée sur Washington, toujours alignée sur Israël, continue à livrer des armes quand même à Israël, ça va quand même très très loin, et évite encore, même interdit les manifestations pro-palestiniennes. Les interdit. Vous n'avez pas le droit en Allemagne de défiler avec un drapeau juste Free Palestine. C'est pas possible. Oui, ça va très loin. Mais derrière cela, ça ne les excuse pas, mais derrière cela, il y a une autre histoire que la nôtre. Voilà. Donc ce fameux sentiment de culpabilité du plus jamais ça, il ne faut plus que ça se reproduise. Nous avons tellement, nous, Allemands, nous avons tellement fauté que de toute façon, nous nous sommes donnés pour mission presque divine, si j'ose dire, de protéger Israël, d'être toujours aux côtés d'Israël, quoi qu'elle fasse. Merci à vous. Je pense qu'il va falloir qu'on... Ah, allez-y. Oui. Bonjour, j'ai une question. Comme vous l'avez si bien dit, l'Allemagne a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voyez dans l'immédiat, de décrire de façon rapide, une porte de sortie à tous ces problèmes? En fait, alors honnêtement, non, mais l'Allemagne a quand même un énorme atout dans sa manche. J'en ai pas trop parlé, mais c'est l'argent. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement en disant que l'Allemagne avait une capacité d'endettement phénoménale, ce qui est vrai. Elle est en train de s'endetter parce qu'elle avait jusque-là une dette dette publique très très faible. Et ça, c'est énorme aujourd'hui. Les 500 milliards décrétés du jour au lendemain, 500 milliards pour l'armée, les autres 500 milliards pour les infrastructures, pour la modernisation des infrastructures. Mais c'est parce que l'Allemagne peut lever de l'argent sur les marchés, tout simplement. Elle a une telle capacité d'endettement ça lui donne une énorme capacité d'investissement.
Voyez, donc effectivement, il y a fort à parier que d'ici 5 ans, on ait une armée allemande qui commence à ressembler à quelque chose. Je ne dis pas que c'est une porte de sortie de la crise, mais en tout cas, là-dessus, l'Allemagne agit. Elle peut agir parce qu'elle a les leviers. Nous, en France, avec la dette qu'on a, enfin, c'est terrible, on est complètement coincé. On pourrait agir. D'ailleurs, nous ne pouvons agir sur rien, en fait. Hein, on sait faire des beaux discours, mais ensuite, c'est compliqué. L'Allemagne, elle a au moins cette possibilité-là. Et elle a une chose, je ne l'ai pas dit, mais l'Allemagne a des alliés. Enfin, moi, je pense quand même que l'OTAN, ça joue, surtout, oui. L'Union européenne, ça joue aussi. On sait très bien qu'il y a des rivalités sur l'avion franco-allemand, enfin bref. Mais quand même, il y a une tradition d'alliance au sein de l'OTAN et au sein de l'UE. Et l'Allemagne, dans ces deux groupes-là, est quand même centrale. Principaux postes de l'Union européenne sont actuellement occupés par allemands. La population allemande trouve ça tout à fait normal. Oui, effectivement, la population allemande dans son ensemble est peut-être plus européenne, pro-européenne que, me semble-t-il, la population française. L'Allemagne investit beaucoup, d'ailleurs, comme le dit Madame, dans les institutions européennes, à commencer par la Commission. Elle est présente partout. Donc il y a quand même un lien très... Bon, Ursula von der Leyen est allemande, donc la présidente de la Commission. Il y a des liens vraiment très forts entre l'Allemagne et l'UE, en tout cas en ce moment. Et c'est vrai que quand on parle de l'UE, là, on parle d'une autre échelle d'intervention possible. C'est un instrument de puissance très, très important pour l'Allemagne. Sauf que l'UE n'a pas d'armée. Donc, bon. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est toujours un plaisir d'intervenir à Saint-Dié, d'avoir un public aussi concentré. Bien...